Merci d'être venu pour ce débat. Concernant les prochaines révolutions colorées, donc en Europe en particulier, les prochaines à prévoir sont vers la Russie, il me semble. Et c'est très intéressant de débattre de cela aujourd'hui parce que actuellement aux États-Unis, il y a toute une campagne qui indique que la Russie est intervenue pour perturber et influencer les élections aux États-Unis, donc fin 2016. C'est très très amusant parce que on sait pertinemment que depuis 1945, les États-Unis ne cessent d'intervenir partout dans le monde. Et un certain chercheur enseignant à l'université des États-Unis au Carnegie Hall, qui s'appelle Dov Levin, a recensé le nombre d'interventions qui ne sont pas des coups d'État militaires, parce qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé ni en Iran, ni au Congo, ni au Guatemala, ni en Chili, mais des interventions douces pour influencer les régimes dans les pays tiers. Il en a recensé pas moins de 81. Et donc, c'est extrêmement amusant. En outre, il vient de paraître récemment un document qui indique comment l'équipe de Bill Clinton, en 1996, a tout fait pour aider à la réélection de Boris Yeltsin en 1996. C'est une chose qui est totalement avérée et démontrée. On en reparlera tout à l'heure, parce qu'il a même été dépêché 3 spécialistes conseillers en ingénierie sociale pendant des mois et des mois, de février pratiquement de l'année qui a précédé, qui ont eu comme rémunération pour chacun d'entre eux $250,000, qui se sont installés dans un hôtel de l'État russe, de l'Union soviétique à l'époque russe, et gardés par des éléments de l'armée armée, et qui ont complètement manipulé cette élection. Et non seulement ils ont tenté de manipuler de l'opinion, mais en plus ils ont truqué et faussé les résultats une fois qu'ils ont été donnés. Et je vais laisser la parole à M. Brzezinski qui va annoncer ce qui va se passer comme débat. Merci beaucoup. Oui, alors après cette présentation, disons, d'une histoire des interventions américaines, donc il faut se rappeler évidemment que ce qu'on appelle les révolutions colorées, c'est un ensemble d'événements qui ont eu lieu en Europe de l'Est, en fait, depuis 1989. On peut penser même que la Roumanie, en décembre 89, c'est déjà, avec les faux charniers de Timișoara, une première étape dans ce scénario. Ensuite, nous avons eu les printemps arabes, et puis maintenant, il semblerait que de nouveau les États-Unis se redirigent vers l'Europe après l'Ukraine, bien sûr, de 2014, et que donc bientôt la Russie semble aussi être dans l'œil du cyclone. Mais enfin, on a vu qu'avec les multiples révolutions colorées, les États-Unis sont capables d'agir dans plusieurs pays en même temps et dans plusieurs régions du monde. Et la question évidemment qui se pose, c'est quel sera le prochain pays. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir en particulier la Russie, puisque la Russie, en cette année centenaire de la révolution russe, sera aussi bientôt le pays où il y aura des élections et où il devrait y avoir sans doute des actions menées par les personnes qui sont bien vues et qui sont financées par les grandes fondations dites pour la démocratie en Occident. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à notre ami qui va donc lire son texte, qui est un russe, et qui va parler de la Russie. Bonjour encore une fois. Bonjour. Bien sûr, on pouvait faire sans de texte imprimé, mais à un moment donné, on a décidé de faire une diffusion également sous forme d'article. Du coup, il y a un article qui est quasiment complet. Et suite à la discussion, s'il y a des termes ou des points à ajuster, on discutera. S'il y a des objections, on verra. Peut-être qu'on pourra améliorer aussi le texte, la présentation. Et qui pose beaucoup de problèmes toujours d'équivalence des termes, des idées, des concepts qui viennent de la langue russe et de l'usage politique interne qui est très intense.
en Russie qui est peu enclin à, disons, perdre beaucoup de temps à des longues réflexions théoriques qui sont beaucoup plus dans l'action immédiate. Alors, donc, le texte, le titre finalement qui a été arrêté, c'est Révolution de couleur, une technologie perfide et les enjeux de l'avenir, parce que c'est ça qui est notre supplément, pour ainsi dire, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'écrire, mais également de voir ce qui est faisable, ce qui a été déjà fait pour contrer, pour faire reculer le mal, et ce qui est faisable dans l'avenir. Donc, première partie, révolution de couleur. En cette année du centenaire de la révolution d'octobre, ses ennemis de longue date peuvent se targuer d'un bilan formidable. En plus de l'effondrement de l'URSS, ils ont su réaliser de grands progrès en matière de révolution, lesquels ont pris de belles couleurs et se comptent par dizaines. Il est vrai qu'il ne s'agit que des coups d'État, mais les médias s'ingénient les qualifier de révolution. Et ça, c'est très important parce qu'en Russie, les propos au sujet de futures perturbations qui émanent, ces propos de diverses personnalités politiques, de divers bords, contiennent très souvent un message latent, ou même pas latent, qu'une nouvelle entre guillemets, révolution pourrait être aussi horrible que la révolution d'octobre. Donc c'est la façon d'indirectement donner un coup au passé et aux opinions de la majorité réellement actuellement qui s'attachent beaucoup à finalement les 80% probablement de la population qui s'attachent à la mémoire de l'Union soviétique et à des valeurs. Certains libéraux, au contraire, appellent à la révolution. Si les uns disent qu'elle peut être aussi horrible que les autres y appellent à la façon avec des slogans tout aussi malicieux. Mais dans tous les cas, la réalité historique et actuelle se trouve complètement pervertie. Voyons d'abord ce que représentent les révolutions de couleur. Donc, à l'origine de ces révolutions, il y a des théoriciens. Les plus importants sont Gene Sharp, avec son concept d'action non violente, et Joseph Nye, auteur de la théorie de soft power. Selon Joseph Nye, il faut que l'objet de votre domination soit poussé à vouloir ce que vous voulez vous-même. C'est-à-dire qu'il faut que les populations des pays dominés désirent du Coca-Cola, des films de Hollywood, des objets prestigieux, de consommation, etc. En même temps, ils doivent croire que tout cela ne peut être obtenu que par une économie de libre-échange, par la démocratie, entre guillemets, par le pluralisme et autres valeurs occidentales. Et il faut naturellement qu'ils croient que c'est les États-Unis qui sont prêts à leur apporter le maximum d'aide pour y parvenir. Alors, un flux énorme de propagande a été déversé sur le monde pour bien enraciner ces idées. Donc il s'agit des agences de presse, des médias, de cinéma, télévision, internet, radio, enfin tout, les réseaux sociaux, évidemment, à partir de 2008. Et tout cela, ce n'est que le travail du terrain pour que le pire arrive ensuite à l'étape suivante. C'est l'implantation de la lutte politique non violente, entre guillemets, décrite par Gene Sharp dans plusieurs ouvrages, dont la politique de l'action non violente. Il y en a un qui s'appelle comme ça, qui remonte à 1973 quand même. Alors remarquez que ces démarches théoriques ne sont que du recyclage de mauvaise foi, d'idées rebattues depuis bien de lustres. Il suffit de penser à la résistance non violente de Mahatma Gandhi, dont Sharp s'inspire, entre guillemets, ouvertement. Alors, leur perversion intellectuelle, leur enfumage, leur novlangue ne sont comparables qu'aux farces pseudo-révolutionnaires qui en sont sorties. Alors, la théorie toute seule n'est évidemment pas suffisante. Il faut aussi un appui des institutions. Et pour appliquer les concepts de Sharp, on a mis en place un grand réseau d'organisations.
Ce sont essentiellement des ONG, des instituts, des fondations destinés à soutenir, à sponsoriser, à piloter des révolutions de couleur et d'autres changements de régime. Une partie importante d'elle est directement financée par les États-Unis en tant qu'État, comme USAID ou NDI. D'autres sont privées, comme les fameuses organisations de George Soros, Open Society Institute. Donc, depuis une vingtaine d'années, on compte à leur actif des révolutions en Yougoslavie, Géorgie, Ukraine, Kyrgyzstan, Liban. À partir de 2011, ça s'accélère, Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, puis encore une en Ukraine, la dernière, Brésil, sans compter les avant-coureurs comme la révolution de velours en Tchécoslovaquie de 1989. Et ensuite, il y a quelques échecs. Bon, sont rares les échecs. C'est la Biélorussie, révolution bleue en 2006, Arménie 2008, Iran, révolution verte, et justement la Russie 2011, la révolution qui a été ratée. Alors, en ce qui concerne les stratégies plus concrètement et les institutions, en particulièrement celle du centre Canvas, je passe la parole à Edna. D'accord, merci. Donc, les slogans utilisés pendant ces actions exploitent les émotions et accentuent le patron moral. Par exemple, marche de colère et de dignité. Le pays est au bout du rouleau. La démocratie est tuée. Non à la corruption, etc. Lors de l'Euromaïdan à Kiev, les conseillers serbo-américains ne se gênaient pas de réutiliser les tracts, les formules et des visuels déjà éprouvés lors des événements de 2000 à Belgrade ou à 2011 en Égypte. Dans nos autres interventions, nous avons déjà parlé de l'absence totale de scrupules dans le choix de forces agissant sur le terrain. Les libéraux, les classes moyennes adossées à la bourgeoisie comprador, les partis d'extrême droite et les fascistes déclarés y font un bon ménage. Les quatre composants du scénario classique de révolution de couleur se présentent ainsi. Les masses populaires, exprimant leur mécontentement, sont encadrées et menées par les structures constituées. Par exemple, femmes de foot, nationalistes, néo-nazis, etc. Le thème de protestation glisse dans le sens souhaité par les organisateurs, sans que les gens comprennent ce qu'il se passe. Le noyau de protestataires est représenté par la bourgeoisie comprador et leurs serviteurs, intellectuels, artistes, blogueurs, qui partagent les valeurs de consumérisme. Souvent, ils font partie des réseaux d'ONG, organisations non gouvernementales, pro-américaines. Ce noyau applique les instructions reçues par des réseaux sociaux. Les structures d'État, forces d'ordre, médias, communication, etc., sont discréditées, déroutées et paralysées, notamment par une pression sur les responsables qui ont leurs biens et leurs comptes à l'Occident. Enfin, trahison d'une partie des élites au pouvoir. La révolution colorée est ainsi une technologie qui permet de gérer l'énergie de la protestation sociale, souvent juste, pour la diriger dans le sens voulu par les organisateurs, par les puissances impérialistes extérieures. Ce n'est donc qu'une version modernisée des coups d'État pro-fascistes
organisée par les États-Unis et leurs alliés pour renverser le gouvernement indésirable essentiellement pro-soviétique, comme c'était à Pakistan, Brésil, Chili, Indonésie et dans les autres pays. Partie 2. Révolution classique, différence fondamentale. Faute de mieux, nous appelons classiques les révolutions qui ont façonné notre histoire et qui sont aux révolutions de couleur ce que la tragédie est à la farce. Le temps étant limité, nous allons passer à l'essentiel. Les révolutions historiques sont une culmination de la lutte des classes. Elles sont précédées par un processus lent d'accumulation des contradictions au sein de la société, des contradictions entre les anciennes classes dominantes, attachées aux anciens rapports de production, et des classes qui ont un projet de l'avenir. Et donc, qui cherchent à établir des rapports de production nouveaux. Si le passage du pouvoir d'une classe à une autre n'est pas prévu, s'il ne s'agit pas de changement de dirigeance obtenu par tel ou tel groupe d'influence, comme c'est le cas dans les révolutions de couleur. Il n'est pas une question d'une révolution, mais d'un putsch, d'une révolution d'un palais ou de changement de régime. Mais le plus important en l'occurrence est qu'une vraie révolution vise toujours le progrès de l'homme et de la société, le passage de la société à un stade supérieur de développement. Certes, dans les conditions historiques réelles, au remue-ménage révolutionnaire collaborent différentes forces et différents intérêts. Mais les forces humaines actives dans le noyau même de la révolution sont nécessairement porteuses d'un projet progressiste. Qu'en est-il dans les révolutions de couleur? Il n'est pas difficile de voir que leur noyau composé uniquement de forces régressives, sans parler de la présence et du rôle décisif des curateurs extérieurs. Les organisateurs des révolutions de couleur, ainsi que toutes les forces réactionnaires, rêvent pour que ce sujet de révolution, vrai ou fausse, ait la plus grande confusion. Et ils y travaillent sérieusement. Notez qu'en France, la révolution ou l'adjectif révolutionnaire garde toujours la connotation positive. Eh bien, ce n'est plus du tout le cas en Russie. Bien sûr, la campagne de dénigrement de la révolution d'octobre, menée depuis la perestroïka, y a joué un rôle important. Mais les révolutions de couleur y ont également beaucoup contribué. Troisième partie, la Russie, après une révolution, entre guillemets, déjouée, est danger de nouvelles perturbations. Les présidentielles en Russie auront lieu en mars 2018. Elles seront très certainement une occasion pour des perturbations coloriées. En 2012, cela a déjà été le cas. La seule chose qui a permis alors de contrer le groupe d'État a été la création d'une vaste coalition anti-orange qui a su sortir dans la rue, notamment au meeting du Mont Poklonnaya à Moscou, une quantité de gens de plusieurs fois supérieure au meeting colorié. À la tête de cette coalition se trouvait le mouvement Essence de Ton, dont nous représentons, et son leader Sergueï Kourguignan. La révolution, entre guillemets, a été déjouée et les protestations se sont progressivement dégonflées. Les émeutes à venir risquent d'être encore plus virulentes
et plus élaborés dans leur organisation. Depuis plus d'un an, l'on observe une alliance entre les libéraux et les nationalistes fascisants locaux. Les organisations comme Canvas ont une grande expérience de travail avec des binômes de ce type. Ainsi, en Ukraine, ils collaboraient de près tant avec les protestataires gauchisants qu'avec les fascistes avoués du Pravый secteur et consorts. Les premières assuraient la partie pacifique du scénario, alors que les secondes passaient à l'acte après les provocations sanglantes. Les attaques contre le pouvoir se multiplient et viennent non seulement de l'opposition libérale, très peu influente et détestée, mais de différents côtés, y compris de l'intérieur, même de l'élite sur place. Donc, nous devons être prêts à réagir d'une manière ferme et efficace. Alors, j'ai encore... pardon. Donc, la suite concerne le cadre général de tous ces événements. Donc, la stratégie des élites occidentales qui vont vers le changement de l'ordre mondial. Bon, la stratégie du chaos, on en entend beaucoup parler. Mais elle est loin de se réduire à l'idée simple de créer le désordre dans le camp ennemi. Ça n'aurait pas été nouveau. Mais elle fait partie d'un projet qui vise une réorganisation profonde de l'ordre mondial. Plusieurs facteurs ont poussé les élites occidentales à envisager cette réorganisation. Notamment, c'est le développement rapide de nouveaux grands concurrents, surtout de la Chine. Aussi, le manque de force pour entretenir la Pax américaine, confirmée par des guerres en Irak et en Afghanistan. Du coup, l'option est de remplacer l'ordre par le désordre. Le risque de la revalorisation de la mémoire de l'époque de l'URSS, c'est encore un facteur dans les pays de l'Europe de l'Est et ailleurs dans le monde, etc. Donc il y a encore plus de petites raisons qui ensemble concourent à cette stratégie. Alors, le principe d'inhibition du développement des concurrents potentiels n'est évidemment pas nouveau pour les États-Unis. Alors, dans son livre Les 100 ans à venir, un scénario pour le 21e siècle, George Friedman, fondateur de l'agence de renseignement Stratfor, a écrit « Atteignant systématiquement ces objectifs stratégiques, les États-Unis avaient comme ultime but la prévention de l'émergence de n'importe quelle grande puissance en Eurasie. Le paradoxe réside toutefois en ceci. Le but de ces interventions n'a jamais été d'accomplir, c'est-à-dire de développer quelque chose, quelle que fût la rhétorique politique, mais d'empêcher quelque chose. Les États-Unis veulent empêcher la stabilité dans les régions où une autre puissance peut émerger. Son objectif était non pas de stabiliser, mais de déstabiliser. Le fond est toujours le même. Donc, ce qui est nouveau, c'est la façon de procéder. Donc, nous parlons des révolutions de couleur, là. Donc, dans ce cas-là, c'est juste la façon d'organiser cette déstabilisation qui change. Ainsi que les groupes d'appui, le discours qui l'entoure et l'envergure aussi industrielle de l'action. En ce qui concerne les groupes d'appui, il s'agit notamment, c'est très nouveau par rapport aux pratiques d'avant, donc il s'agit du rôle qui est dévolu aux classes moyennes. Ainsi, dans le rapport du ministère de la Défense de la Grande-Bretagne, intitulé « Inégalité globale », le rapport est de 2007, on lit « L'écart entre les riches et les pauvres ira probablement croissant et l'extrême pauvreté demeurera un défi global. L'extrême pauvreté et la défavorisation vont exacerber le sentiment de l'injustice parmi ceux dont les espérances avaient été frustrées, ce qui augmentera les tensions et l'instabilité. Elles peuvent également conduire à la résurgence non seulement d'idéologies anticapitalistes, éventuellement liées au mouvement religieux, anarchiste ou nihiliste, mais aussi au populisme et à la renaissance du marxisme. Et les classes moyennes pourraient devenir une classe révolutionnaire
assumant le rôle dont Marx chargeait le prolétariat. Les classes moyennes du monde devraient s'unir et façonner les processus transnationaux selon leurs propres intérêts de classe en utilisant leurs compétences, leurs accès au savoir et leurs ressources. Alors la citation est de 2 fois à peu près raccourcie, mais la ligne d'argumentation est entièrement gardée, donc pour que personne ne puisse nous reprocher que les trous probablement cachent des transitions entre des logiques, entre des propositions, mais pas du tout. Donc nous vous laissons apprécier l'art de l'argumentation sinueuse. Alors là, c'est un truc vraiment typique du perfide Albion. Voilà. Enfin, ne manquons pas de noter que par-delà les élucubrations, on comprend que les classes moyennes sont incitées à récupérer, à détourner dans leur propre intérêt l'énergie du mécontentement de masse à l'échelle planétaire. En fait, le sens est là. Certes, les classes moyennes ne sont bonnes que pour le déclenchement des protestations, mais lorsque la situation commence à s'aggraver, d'autres forces beaucoup plus énergiques, les djihadistes, les néo-nazis, etc., prendront le relais et l'affaire est en boîte, comme ce fut le cas en Ukraine, en Syrie, Libye, Irak ou au Mali. Le travail sérieux sur l'adaptation militaire et politique des théories scientifiques du chaos a commencé à l'Institut de Santa Fe, créé en 1984 et spécialisé dans l'étude des systèmes complexes. Stephen Mann, diplomate de haut rang et analyste politique qui a travaillé sur le concept de criticalité auto-organisée, développé dans cet institut, écrit. Alors, voilà ce qu'il écrit. Le fait qu'à présent nous décrivons le monde en termes de criticalité ne nous renseigne pas encore sur l'utilisation qui peut en être faite. La recommandation que toutefois je peux donner est que nous avons besoin d'être ouverts aux voies d'accélération et d'exploitation de la criticalité si c'est nécessaire pour nos intérêts nationaux. Par exemple, en détruisant l'armée irakienne et l'État de Saddam. La clé est l'intérêt national et non pas la stabilité internationale. En réalité, nous mettons déjà en œuvre des approches politiques qui accroissent le chaos, que nous en soyons conscients ou pas. Lorsque nous promouvons la démocratie, stimulons les réformes du marché et développons par le biais du secteur privé la communication de masse. Alors résumons, l'Occident mené par les États-Unis a donc besoin de zones de chaos et de régression sans lesquelles il n'arrive pas à asseoir son hégémonie. Mais l'Occident lui-même n'est-il pas également dans le processus de chaotisation et régression? Confusion de notions, destruction de l'éducation, perte de la mémoire historique, sans parler du social. Seulement, c'est un processus plus lent et plus paisible. Dans le cadre théorique développé par le mouvement Essence du temps, cette décomposition lente porte le nom postmodernité. Enfin, le nom n'est pas nouveau, mais il prend pour cible de définition justement cette situation d'une décomposition à vitesse lente. La postmodernité est une adaptation à la vie sur les décombres de la modernité qui l'a détruite. Certains pays émergents, la Chine en premier chef, se trouvent toujours dans la dynamique progressiste de la modernité, donc actuellement, et sont ainsi regardés comme les concurrents très dangereux. Pour continuer à régner, la postmodernité fomente le chaos dans de vastes régions périphériques en y laissant monter des forces de la contre-modernité, c'est une autre composante, c'est-à-dire des agents de la régression accélérée, les islamistes, néo-nazis et autres. Aussi, l'Occident compte sûrement de les utiliser un jour contre la modernité restante, c'est-à-dire la Chine et semblable. C'est pour ces raisons-là qu'en luttant en façade contre l'État islamique, la coalition occidentale les soutient en arrière-boutique. Ce pourrissement à 2 vitesses ne peut être dépassé que par un autre projet. C'est un terme également développé par l'essence du temps. Ce projet, on l'appelle supramodernité, pour lequel milite le mouvement. Au cœur de ce projet se trouve une idée progressiste de l'homme dont nous parlerons
juste tout de suite, ainsi que l'expérience historique de l'Union soviétique. Celle-ci doit être mise à jour et libérée de certaines faiblesses et erreurs qui ont fini par le conduire à sa chute. Et la dernière partie, la voie du dépassement, la gauche et l'humanisme prométhéen. Le fonctionnement des révolutions de couleur implique, comme nous l'avons vu, la récupération des slogans et de postures de la gauche, jadis progressiste et révolutionnaire. L'imposture a un double effet. D'une part, elle permet de capter l'énergie de protestation, et d'autre part, elle souille et raille ces postures et ces slogans, en désactivant ainsi leur potentiel offensif et unificateur. Les anciens militants, du coup, n'en garderont qu'une grimace amère de désillusion. En France, il n'y a pas eu de révolution de couleur, inutile parce que tout est déjà coiffé, mais on a eu droit à Attali qui se positionne à gauche, à BHL lançant de grands cris en défense de la liberté et de la démocratie, au quinquennat Hollande, au brave Mélenchon et autres combattants pour toutes les meilleures choses. D'ailleurs, on a eu aussi mai 68, précurseur des révolutions colorées. Alors, des proches disaient ridicule événement estudiantin. Bon, avait-il tellement tort? Comme l'a écrit récemment Claude Zilmans dans un message collectif, le néolibéralisme a défait la démocratie par la gauche. Les élites et les intellectuels de l'Occident ont implanté un verre idéologique dans le corps des mouvements de gauche. C'est le verre de liberté, entre guillemets, personnelle, le bien-être individuel, les aspects sociétaux, la permissivité, le plaisir à court terme, les droits et libertés de consommation, de jouissance, de subversion et enfin de régression, mais pas celle du développement humain, de l'éducation, de construction de l'avenir. Une autre question est de savoir d'où vient ce verre exactement. Mais alors ça une longue enquête qui pourra peut nous entraîner extrêmement loin dans les siècles passés. Actuellement, la gauche des pays d'Occident est gravement intoxiquée par ce parasite. Il est en grande partie responsable de l'absurdité et l'incohérence des campagnes politiques des dernières années. Le sinistre sens fondamental de cette maladie est, selon nous, à chercher dans la vision de l'homme qui domine aujourd'hui dans la société et qui a été imposée par les élites dirigeantes et les intellectuels qui les servent. Cette vision de l'homme est profondément elle-même régressive. L'homme, d'après elle, est être foncièrement méchant, incorrigible, incapable à évoluer. Il est entièrement déterminé par ses instincts primitifs, par ses pulsions, par ses impératifs de l'adaptation. En cela, entre les libéraux, les néoconservateurs, les fascistes d'hier et d'aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Les écologistes les rejoignent, certains autres eurogauchistes sont parfaitement alliés avec cette vision, etc. Regardez, en 1932, un intellectuel juif allemand, Leo Strauss, émigré aux États-Unis et qui est un socle des néoconservateurs, écrit à un nazi, Carl Schmitt: le fondement ultime du droit est le principe du mal naturel de l'homme. Parce que l'homme est mauvais par nature, il a besoin d'être dominé. On peut établir la domination, c'est-à-dire les hommes peuvent être unifiés, mais uniquement dans l'union contre d'autres hommes. L'élite, d'après Strauss, doit gouverner en manipulant les masses bêtes par le biais de mensonges entre guillemets nobles. Est-ce qu'on est vraiment loin des pratiques des révolutions colorées là? Se demande. Cependant, la gauche a connu jadis une toute autre vision de l'homme. Pour quelques citations, l'histoire humaine n'est qu'un effort incessant d'invention et de la perpétuelle évolution et une perpétuelle création. Qu'est-ce que l'idéal? C'est l'épanouissement de l'âme humaine. Qu'est-ce que l'âme humaine? C'est la plus haute fleur de la nature. Le courage, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Alors, qui est l'auteur de tout cela? Eh bien, c'est Jean Jaurès. Et si l'on regarde du côté de Marx, on découvre que pour lui, l'émancipation humaine
c'était la véritable finalité de la société. Et cette émancipation n'est pas pour Marx identique de l'émancipation politique. Cette émancipation n'est autre que l'émancipation des capacités créatrices de l'homme. Et en cela, selon Marx, il y a le saut du royaume de la nécessité au royaume de la liberté. L'humanisme qui croit en les capacités créatrices infinies de l'homme est tout le contraire de celui qui prend appui sur le bien-être, entre guillemets, ou le bonheur, comme sont toutes qui sont philistins. Il y a peu de notions qui ont été manipulées, tiraillées et défigurées autant que celles de l'humanisme, au point que les personnalités que probablement beaucoup parmi vous connaissent, Bertrand Russell, Abraham Maslow ou Bruce Skinner, de vrais apôtres de l'inégalitarisme et en fin de compte de la haine pour l'homme, sont présentés, eux, comme de notables humanistes du XXe siècle. Alors, sont présentés, ça veut dire c'est Wikipédia, c'est leur étiquette courante. Le mouvement, essence du temps, rejette cet humanisme dévoyé qui cherche à cantonner l'homme dans ses petites préoccupations, dans ses réussites personnelles et ses sentiments personnels. Il prône pour l'humanisme prométhéen, pour lequel l'homme est un être libre et créateur qui doit évoluer et s'améliorer tant individuellement que collectivement. Pour cet humanisme-là, le développement, le progrès humain, et non seulement technologique évidemment, doit être le but de la société. Les révolutions de couleur qui instrumentalisent le mécontentement social et démolissent ensuite les pays entiers fonctionnent comme de puissants outils de régression, ces révolutions. En même temps, d'autres outils sont mis en place au sein même des pays d'Occident, par exemple la destruction de l'éducation, l'abrutissement médiatique, l'industrie du divertissement. Ces outils sont efficacement exportés vers un pays comme la Russie, et à cela s'ajoutent d'autres éléments très corrosifs, comme l'instauration de la législation de la justice de mineurs, donc la loi de la fessée, déjà connue en France, mais en Russie bien avant, qui détruit la famille, qui lui impose un contrôle extérieur sous peine de retrait des enfants. Alors ça, c'est une réalité politique extrêmement acide, présente actuellement en Russie, donc ici où personne n'en parle, voilà, on s'en fiche à peu près, mais en fait les luttes passent sur ce front énormément, donc beaucoup de parents sont politisés justement à cause de ces effets qu'ils subissent tous les jours sur l'exemple de leurs enfants à l'école. Donc ça provoque, en réalité, ces lois, c'est quoi la finalité? Ça provoque la rupture de la continuité culturelle entre les générations, simplement. Et pareille rupture est un super accélérateur de la régression. Il faut remarquer par ailleurs que la régression est une condition préalable pour l'instauration de l'inégalité fondamentale dans la société, dont déjà les nazis ont rêvé, bon, ça a raté, maintenant c'est mise à jour. Les forces qui s'appuient sur la vision négative et régressive de l'homme travaille forcément pour une perspective d'une société de caste, où la majorité sera réduite à l'état quasi-animal. Les masses abandonnées aux instincts élémentaires, c'est avec ces instincts-là que les révolutions colorées se font finalement. Il suffit un déclic au départ et puis ça se déchaîne. Et ces masses qui seront abandonnées aux instincts élémentaires seront manipulées et gouvernées avec une haine et un despotisme inouïs dans l'histoire. Alors ça, il faut bien réaliser, parce que tout va bien tout autour, ça ne veut pas dire que demain, ça sera pareil, c'est-à-dire que les méthodes qui sont être susceptibles à être employées pour dominer ces masses peuvent être tout aussi inimaginablement terribles que certaines choses qu'on a connues par le passé. Pour contrer le danger de futures tentatives d'émeutes colorées en Russie, les prochaines sont à attendre en 2018 pour les présidentielles, pour éviter les écueils des dérives sociétales aussi de la gauche, pour faire barrage à la destruction rampante de la société, l'essence du temps a lancé un appel à la création d'une alliance de gauche conservatrice. Il est vrai que le terme peut laisser l'impression d'un oxymore, mais il est à l'image de la situation politique actuelle qui est paradoxale et inédite. Cette démarche apparaît comme une réponse à l'expansion de l'impérialisme globaliste qui utilise comme une certaine gauche
servir comme une machine à embrouiller, à dérouter, à avilir l'homme en tant que tel. La valeur des concepts de ce type, comme gauche conservatrice, ne peut se vérifier que dans la praxis. Et sur le champ de bataille politique russe, cette valeur se confirme pleinement. Cependant, l'appel s'adresse également aux autres peuples, notamment aux Français. La lutte du XXIe siècle sera surtout la lutte pour l'homme, et la gauche conservatrice peut en devenir un appui très solide. Donc, aux intellectuels français pour l'instant, à réfléchir, à se préparer, à réagir. C'est un appel réellement qui va être publié, que le jour où, évidemment, la Russie va être sur l'avant-plan de l'action, c'est là où tout va se passer. Mais il ne faut pas que les Français en particulier, parce que le potentiel intellectuel français, il est toujours très important. Il est plus important que dans d'autres pays d'Europe, peut-être du monde, et qui garde une certaine influence. C'est pas la même que dans les années 60, mais tout de même. Et la réaction adéquate que pourra développer, ne serait-ce qu'une partie, une petite même partie de ces intellectuels, que ce soit dans la blogosphère, les articles, etc., les réactions qui peuvent être, par exemple, opposées à ce que nous racontera la télévision, peuvent jouer un rôle tout à fait marquant. Voilà tout ce que nous voulions dire. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Bruno. C'est moi qui remercie parce que en l'espace d'une petite heure, même pas, on a non seulement appris beaucoup de choses sur les révolutions colorées qu'on soupçonnait déjà d'une certaine façon, mais on a eu quelques informations supplémentaires, ce qui est déjà pas mal. Mais en plus, on a eu droit à une réflexion, une déconstruction totale du système dans lequel on vit et de tous les slogans politiques qu'on nous a répandus. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement créatif, justement, et quelque chose qui nous pousse à réfléchir. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup donné. Et je pense que c'est partagé et que, comme on le voit, la Russie est quand même pas morte en 1991, comme on avait voulu le croire, mais que ça reste un peuple qui est capable de produire des pensées. Qui servent pas seulement à la Russie, mais qui peuvent donner aussi des idées à d'autres peuples et tous ceux qui ont subi, et surtout tous ceux qui ont résisté aux révolutions colorées. Les 4 exemples de tout à l'heure, c'était Biélorussie, Russie, Iran et Syrie, je pense. C'est quand même quelques éléments qui montrent que tous les peuples n'acceptent pas d'être lobotomisés, c'est déjà pas mal. Alors même s'il n'y en a que 4, peut-être en ce moment, ou 5 si on y rajoute la Chine, ça fait quand même un bon morceau de l'humanité. Et on peut supposer quand même qu'il y a beaucoup d'autres peuples dans cette situation. Merci d'avoir souligné les capacités de la France. Parfois on arrive à en douter, surtout en ce moment, après la vague des élections très colorées qu'on a eues. Mais néanmoins, on a quand même appris beaucoup de choses. En France, peut-être que justement ça donnera l'occasion de réfléchir. Voilà, donc je suppose qu'il y a peut-être quelques questions que vous voulez poser. Alors si vous voulez poser des questions, venez ici, parce que comme c'est enregistré, il faut que ça puisse être vu et enregistré. Donc je ne sais pas qui veut se lancer, qui est le premier ou la première. Puisqu'il faut être dans le politiquement correct, il faut quand même que les deux sexes, les deux genres, devrait-on dire, si pour être dans le politiquement correct, mais c'est un politiquement correct que je refuse. Donc voilà, donc qui est prêt à, disons, se lancer pour la première question, qui est toujours la plus difficile. Voilà. Merci beaucoup de votre excellent exposé l'un et l'autre. Et merci pour votre réflexion sur ce qu'est l'humanisme et comment les choses ont été complètement inversées. Alors, et une première question est la suivante. On a des révolutions colorées qui ont échoué. Vous avez parlé de celle de la Biélorussie qui est moins bien connue, mais il y a celle de l'Iran en 2009, la fameuse révolution verte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au décours d'élections dont on était à peu près certain
des mois et des mois à l'avance qu'elle serait gagnée par le président sortant, Ahmadinejad, et bien, immédiatement après qu'on ait annoncé le résultat du scrutin, se sont mises en branle des manifestations et qui sont déclarées des révolutions vertes en faveur de celui qui était opposé donc à cette élection, à M. Ahmadinejad. Les manifestations ont duré extrêmement longtemps, quand même plusieurs jours, par semaine, et il y a eu pas mal de morts, et 150 morts paraît-il, avec une icône photographiée d'une patiente qui était décédée, qui s'appelle Neda. Non ? Oui, Neda. Neda, c'était son prénom. Et dans la photo a circulé dans le monde entier. Et ça finit par quand même s'affaisser comme système. Ça, c'est un premier échec de la révolution. Et cette révolution a été appelée la révolution Twitter, hein, parce que ce réseau social était particulièrement utilisé. Et je me souviens parfaitement bien des images qui ont été montrées. On voyait des jeunes gens, effectivement de la classe moyenne aisée, et qui sont susceptibles donc, à l'écoute de slogans pseudo-révolutionnaires qui, c'est une notion qui est très dévoyée, c'est pas seulement l'humanisme, mais également la liberté, hein, donc, qui ont été donc séduits par ces slogans-là, et nous les voyons photographiés, filmés, avec des slogans écrits en anglais. Ils ne s'adressaient donc pas au peuple iranien qui ne parle pas du tout anglais, ils s'adressaient aux caméras de l'étranger. Donc c'est à la fois permis par l'étranger et pour l'étranger. Et ces jeunes gens étaient manifestement des gens de la classe moyenne, habillés avec des vêtements assez sophistiqués et qui n'avaient pas l'air d'être des gens de classe défavorisée. Donc 2009, l'Iran, et puis 2014, les parapluies à Hong Kong. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait été question. Alors, c'est assez caricatural. Hong Kong était entre les mains du Royaume-Uni pendant 99 ans. Le gouverneur de l'entité Hong Kong était désigné par la couronne britannique. Donc, lors de la passation à la Chine en 1997, quelques temps après, la Chine a décidé d'une modalité de désignation d'un nouvelle présidence de la région. Et bien, à ce moment-là, ont surgi de partout des manifestants qui ont bloqué tous les axes commerçants et importants de la ville, déclarant qu'ils étaient pour la démocratie, et qu'il était hors de question que les candidats soient choisis parmi 1200 candidats par le gouvernement chinois. Alors que jusqu'à présent, le gouverneur était désigné par le Royaume-Uni. Ça ne posait aucun problème. Donc là aussi, ça a duré quelques mois et c'est terminé. Alors, ça c'est un premier point. Le deuxième point, comment distinguer une révolution colorée d'une autre qui n'est pas colorée? Parce que dans ce qui s'est produit au cours de ce qu'on appelle après, dans un second temps, le printemps arabe, il y a eu effectivement des manifestations populaires, légitimes, dont on a l'impression que assez rapidement elles ont été prises en main par l'étranger. Mais ça particulièrement c'est le cas en Tunisie, et encore un peu moins pour l'Égypte. Mais en Tunisie, c'était absolument manifeste que la simple dénomination que ça s'appelait la révolution de Jasmin, ça signe l'intervention de George Soros. Pour ce qui concerne l'Égypte, c'est moins évident. C'est moins évident. Bien sûr qu'il y a eu des blogueurs qui se sont mis dans le courant de la marche et qui ont réclamé en même temps qu'avait lieu l'occupation de Meydan Tahrir au Caire, réclamé le départ de Moubarak. Ces blogueurs, après, s'était mis en évidence de façon claire qu'ils étaient formés, financés par des ONG américaines. Il n'empêche que tout le mouvement qui a demandé à ce que le gouvernement Moubarak dégage est authentiquement populaire. En fait. Donc, la question, c'est comment distinguer entre à quel moment a lieu le switch, comment ça a lieu. Parce que si on ne sait pas comment ça a lieu et à quel moment il faut être prudent dans ce que nous disons et ce que nous transmettons, aucune révolution n'est plus possible dans le monde. Aucune révolution n'est plus possible dans le monde. Aujourd'hui, au Maroc, ont lieu des manifestations qui ont démarré donc, à la fin de l'année dernière à Al-Hoceima, qui sont étendues dans tout le Rif, qui s'étendent maintenant dans toutes les villes du royaume.
Jusqu'à maintenant, ce sont ce sont des manifestations pacifiques, qui ne sont pas armées, et qui continuent d'être pacifiques, et qui sont même tolérées par le pouvoir, même si, par ailleurs, des arrestations ont eu lieu. Mais on craint à tout moment l'intervention de forces étrangères. On craint à tout moment la dénaturation du mouvement de protestation. Donc, c'est très facile de dire tout de suite si les révolutions colorées, mais ça n'est pas toujours de façon évidente au départ. Hein. Ça, c'est une deuxième question. La troisième question est un peu plus vaste encore. C'est que, bien sûr, des révolutions ont lieu, enfin, en tout cas des émeutes ont lieu, des manifestations ont lieu. Quand ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas selon les désirs des puissances hégémoniques, qu'est-ce qui intervient? Eh bien, il intervient des guerres civiles qui sont organisées. Au-delà de la révolution colorée, il y a des guerres civiles. C'est ce qui se passe en Ukraine, et c'est ce qui se passe en Syrie. Donc, révolution colorée au départ, peut-être, révolution authentique, volonté de libération et de progrès social, etc., etc. Intervention de forces étrangères préparée de façon préalable, parce que, bien entendu, y compris dans le mouvement syrien, on sait parfaitement que la plupart d'entre eux, que certains d'entre eux, en tous les cas, ont une existence en période d'une vingtaine d'années, et existent aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Des mouvements pour les droits de l'homme en Syrie qui existent depuis 30 ans, et qui sont à l'abri dans des communes aux États-Unis. Donc, manifestation, protestation populaire, switch vers des révolutions colorées, et quand ça ne suffit pas, des guerres civiles. Bon, ce sont des questions posées à l'intervention. Je voudrais juste rajouter une chose. C'est une bonne question. Différence justement, est-ce que c'est une révolution colorée ou pas? Un des signes de révolution colorée, c'est le trahison de l'élite de ce pays. Ça veut dire les élites qui gardent leur compte à l'Occident, leur famille, ils lient leur vie avec l'Occident, ils veulent accepter ici. Et, par exemple, prenons l'Ukraine, comme révolution colorée terrible, néo-nazie, ce qu'il se passait. Les forces d'ordre étaient prêtes, ils ont quasiment nettoyé la place Maïdan. Quand ils ont reçu l'ordre à reculer. Ils ont reçu cet ordre de leur pouvoir, de leurs élites, qui ont donc trahi le régime, le pays, le peuple. Voilà, c'est très important, c'est le trésor. Je vais peut-être aussi ajouter un petit élément. Donc, tout à fait vrai ce que Badia disait, c'est-à-dire que il faut avancer que la révolution de couleur n'a rien à voir avec une révolution classique. C'est une révolution classique retournée. En réalité, c'est tout l'art et toute la complexité de la chose réside non pas à inventer les forces de protestation qui n'existent pas. Non, les forces de protestation existent, mais l'histoire, c'est de les encadrer et de les diriger, pour ainsi dire, contre eux-mêmes. C'est-à-dire, aucun pays n'est sorti d'une révolution, qu'elle soit historique, classique, la Révolution française, la Révolution de 1917, le pays n'en sort pas indemne, donc le pays subit des dommages, sauf que là, c'est des situations endogènes, qui est surtout la Révolution française, c'est un exemple classique qui est né à l'intérieur du pays, des forces qui existaient dedans, qui a endommagé évidemment l'infrastructure du pays. Pendant un moment, voilà, il y a eu des morts, tout ce qu'il faut. Mais dans les révolutions colorées, donc cet affaiblissement du pays, c'est le but de ceux qui l'organisent de l'extérieur. Donc, qui fournissent la logistique intellectuelle, pour ainsi dire. Donc, dans le pays à l'intérieur, il est pas vraiment mûri. C'est ça aussi un signe très important de différence, parce que dans une révolution historique, les forces intellectuelles, justement, le noyau, c'est de cela que je parlais quand il y a la question de la différence entre la vraie, pour ainsi dire, révolution et la fausse. C'est qu'en fait, les forces progressistes
c'est-à-dire, maintenant, on va pas définir en quoi ça consiste au juste, ça va loin, mais les forces progressistes, pas seulement matérielles, mais il y a des forces qui pensent, qui tiennent au progrès du genre humain, pour ainsi dire. Alors ça, c'est interne ça se trouve dans le noyau de la révolution. Les intellectuels qui précèdent la révolution, qui façonnent leur temps, se trouvent à l'intérieur même, au centre même de la révolution. C'est-à-dire, pour la révolution française, tout ce qui a été les Lumières, en fait. Voilà, le mouvement qui comprenait les meilleurs intellectuels de leur époque. En Russie, c'est les bolcheviks, surtout, mais pas que, mais surtout les bolcheviks qui se trouvaient au milieu, qui était la force motrice intellectuelle aussi. Alors, dans les révolutions de couleur, on allait trouver une force intellectuelle motrice dedans. Il n'y a pas de force intellectuelle motrice. Au noyau, il y a des forces qui sont intéressées dans la régression. Enfin, en gros, c'est les forces qui veulent que ça aller au noyau local, dans le pays. C'est qui les élites traîtres? Voilà, c'est ces gens-là qui veulent que ça s'envenime, après que ça se détruise, puis ils partagent le butin, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors, le côté intellectuel, il est fourni de l'extérieur, par contre. Donc, il y a des organisations comme Canvas et autres qui sont spécialisées à, justement, canaliser ces forces, à les gérer bien. C'est un grand savoir-faire, un chapeau. Donc là, ils sont bons. Voilà, la question est seulement que désormais, il ne peut plus y avoir question quelque part d'une vraie révolution, parce que tout est à un moment donné dirigé dans le sens louche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Essence du Temps, par exemple, ne fait pas de révolution dans ce sens-là. On n'appelle pas la révolution en Russie, tout au contraire. Et le travail, il est centré sur... bon, alors, je ne dis pas que la même chose soit possible maintenant en France, parce que la société russe est une des rares dans le monde d'aujourd'hui qui est assez unie autour de certaines valeurs, qui n'est pas atomisée autant que les sociétés occidentales, et dans laquelle techniquement il est possible de souder les gens autour des idées, que ce soit des idées plus ou moins de l'histoire du pays, c'est-à-dire en tant que nation, que sur les idées qui étaient matérialisées par l'Union soviétique. On parle maintenant justement de la substance, pour dire spirituelle, de ce que ça a été, qui importe pour les gens. Alors matériellement, ce qui se passait, dans la foulée, il y avait plein de choses qui étaient douloureuses, qui étaient ensuite encore exagérées, etc. Enfin, mais réellement, qu'est-ce qu'il en reste? C'est le bien de l'homme, le progrès de l'homme, l'ascension de l'homme. Voilà, tout cela, ils sont très sensibles là-bas, et donc le travail se mène dans le sens de généraliser ça, de fournir les concepts, pour que le plus de monde dans le pays puisse se sentir concerné. Voilà. Et ça réussit. Enfin, on travaille dans les écoles, par exemple, on fournit des journaux, des posters du Murau aux enfants, pas de l'histoire, ça s'appelle. C'est très demandé, c'est-à-dire que c'est pas un groupuscule, je ne sais quoi, c'est très demandé, c'est par des milliers d'exemplaires distribués à travers tout le territoire. Il y a des gens qui travaillent dessus. Les enfants sont tout de suite touchés par une information adéquate et non pas par le battage des jeux de je ne sais quelle idiotie, etc. Alors ça, c'est juste une des choses. Il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas du tout révolutionnaires dans le sens qui peuvent être déroutés, qui peuvent générer les désordres. C'est pas de cela que la Russie a besoin aujourd'hui. Et voilà, on travaille sur le long terme, qui peut faire adhérer une grande partie de la population à des choses où il n'y aura pas besoin de diffusion de sang. Oui, ça sera.